Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média, nous sommes le jeudi 19 septembre 2024. N'oubliez pas que vous nous regardez désormais sur le canal 165 de la Freebox et non plus le 350. Sinon, c'est comme d'habitude sur YouTube ou sur notre site internet. Place tout de suite à votre flash info du jour signé par la rédaction du Média. C'est la fin des consultations menées par Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre a reçu ce matin la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Un peu plus tard, et pour clôturer le bal, le chef du gouvernement a invité les formations politiques susceptibles de participer au futur gouvernement, parmi elles bien sûr que des perdantes aux législatives, à savoir les groupes du camp présidentiel, le groupe Lyotte et bien évidemment les Républicains. Un gouvernement pourrait donc sortir incessamment sous peu, a confié Matignon à nos confrères du Monde. Pas trop tôt, pourrait-on aussi dire, entre les rendez-vous annulés hier et les pressions des macronistes sur les rumeurs autour des possibles hausses des impôts. On peut aussi parler de la situation des finances publiques que le nouveau chef du gouvernement a jugé, je cite, très grave. De même pour le budget des ministères pour l'année prochaine que le gouvernement peinait à mettre en place. Elle est loin la stabilité institutionnelle dont parlait le président de la République quand il écartait l'hypothèse Lucie Castet. Alors, est-ce que Michel Barnier va réussir à composer avec ses problèmes ou est-ce qu'il est dépassé, comme le disait hier le second du Rassemblement national, Sébastien Chenu, sur TF1 ? Tout reste à voir. Une démission est alors aussi envisageable, ce qui ferait du mandat Barnier le plus court de la Ve République. Quel désaveu pour Emmanuel Macron qui devra, par la suite, nommer un nouveau Premier ministre, macroniste peut-être. Ce serait un retour à la case départ. L'accusatrice accusée. Dans l'affaire des viols de Mazan où Dominique Pellicot est accusé d'avoir sédaté puis fait violer sa femme par des dizaines d'hommes pendant 10 ans, la journée d'hier a été particulièrement intense. Comme dans beaucoup d'affaires de violences sexuelles, la culpabilisation de la victime a fait rage hier pendant le procès. 27 clichés intimes de Gisèle Pellicot ont été diffusés hier dans la salle d'audience. Des gros plans sur des parties intimes, des poses suggestives, parfois avec des sextoys. On veut montrer que j'ai appâté ces individus pour venir chez moi et que j'étais consentante, répond la victime à son avocat. L'avocate de la défense, Isabelle Crépin-Dehaene, plaide que la victime était éveillée sur les photos et que, je cite, ont pu laisser penser à certains que madame était consentante et joueuse pour aller partager un moment à trois. Dominique Pellicot va lui-même expliquer que les photos ont été prises à l'insu de sa femme. Les avocats continueront. Vous n'auriez pas des penchants exhibitionnistes que vous n'assumeriez pas, demande un avocat qui insiste. 35 personnes contestent les faits reprochés. Et ça ne s'arrêtera pas. Est-ce qu'on peut dire sur ces photos que c'est une femme qui peut avoir envie de jouer sur le plan sexuel et d'autres questions de ce genre? On voit clairement qu'elle prend la pause, estime une avocate côté défense. C'est vous qui estimez qu'elle prend la pause, répond Dominique Pellicot, le mari accusé. On a tous vu qu'elle a pris la pause, insiste l'avocate. Vous dites que vos clients n'étaient pas au courant alors que je dis le contraire, répond le mari. Gisèle Pellicot lancera alors « J'ai l'impression que la coupable c'est moi et que les 50 victimes c'est ceux qui sont derrière moi. Depuis que je suis arrivé dans cette salle d'audience, je me sens humilié, je serai complice de monsieur Pellicot, je serai l'alcoolique. Il faut un degré de patience pour supporter ce que j'entends ici. » Un procès violent, mais habituel dans le cas de violences sexuelles. S'ajoutent à cela les commentaires médiatiques, malgré les preuves filmées et le nombre de co-accusés. L'on assiste au même mécanisme lié à l'inversion de la culpabilité et la culture du viol. De l'autre côté, les soutiens à la victime se multiplient. C'est grâce à la décision de Gisèle Pellicot de lever le huis clos que l'on peut assister à tout cela. Je comprends que les victimes de viol ne déposent pas plainte, a-t-elle répondu pendant l'audience face à toute cette violence. Les co-accusés s'énervent au tribunal d'Avignon. L'un d'eux ira jusqu'à frapper la caméra de BFM. Un autre dira à un soutien de la victime « Je vais violer ta mère ». Un procès rapporté notamment par Marion Dubreuil, journaliste à RMC, et Juliette Campion, journaliste à France Info. On part maintenant en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. La nuit dernière, 2 nouveaux Kanaks ont été tués, portant à 13 le nombre de personnes décédées depuis le début du mouvement de contestation. Les 2 hommes âgés de 29 et 30 ans, membres de la tribu Kanak de Saint-Louis, ont été mortellement blessés par les tirs d'un membre du GIGN. Un drame qui intervient selon nos confrères d'Outre-mer la première, alors que des forces de l'ordre menaient une opération pour interpeller une dizaine d'individus suspectés d'avoir participé aux violences et exactions des 4 derniers mois. Une information confirmée par le procureur de Nouméa qui explique que les 2 hommes tués faisaient l'objet d'un mandat de recherche.
Dans un communiqué, le Front de libération nationale kanak et socialiste a accusé l'État français, je cite, d'une guerre contre la tribu de Saint-Louis et d'un génocide contre la minorité autochtone calédonienne. Cette tragédie entre en ligne de compte quelques jours avant le 24 septembre, date symbolique pour l'archipel quand en 1853 la France prend possession du territoire. À cette date, l'Union calédonienne, l'une des composantes du FLNKS, prévoit de déclarer de façon unilatérale l'indépendance de l'archipel. Un événement et un possible regain des tensions que les autorités redoutent. Pour rappel, depuis le 13 mai dernier, un mouvement de contestation contre la réforme du corps électoral souhaité par Emmanuel Macron prend de l'ampleur. Au cœur du problème, l'élargissement du corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie à tous les résidents sur place depuis 10 ans. Il est contesté par les indépendantistes qui craignent une perte de poids électoral des Kanaks. Au Liban, effroi et stupeur après une nouvelle vague d'explosions d'appareils de transmission du Hezbollah. Cette fois-ci, ce sont des centaines de talkie-walkie qui ont simultanément explosé, causant la mort de 37 personnes et faisant plus de 3000 blessés. Cette attaque a eu lieu mercredi au moment des obsèques de 4 membres du Hezbollah tués la veille dans l'explosion de beepers. Dans les précédentes attaques de mardi, des détonations simultanées de beepers ont fait 12 morts et environ 2800 blessés selon le ministère libanais de la Santé. Les explosions ont été suivies de scènes de panique dans les rues et dans les hôpitaux vers lesquels les blessés étaient transportés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence vendredi pour discuter de la série d'explosions au Liban, selon une annonce de la présidente slovène du Conseil. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réagi mercredi après les explosions. Il déclare que les objets civils ne doivent pas être transformés en armes et que cela devrait être une règle appliquée par les gouvernements du monde. La communauté internationale semble pourtant impuissante alors que ces explosions sont survenues au même moment qu'une visite éclair du secrétaire américain au Caire, Anthony Blinken, qui tentait de relancer les négociations sur une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. En dépit des appels à la retenue, la crainte de voir une riposte du Hezbollah est de plus en plus grande. Le chef du mouvement chiite Hassan Nasrallah doit s'exprimer ce jeudi après-midi. Une allocution enregistrée d'avance tant la parole du leader chiite est rare. Son dernier discours date du 25 août. Les revers subis ces derniers jours le poussent à sortir à nouveau de l'ombre pour potentiellement annoncer une réaction forte du Hezbollah. Si Israël n'a toujours pas revendiqué ces attaques qui lui sont largement imputées, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a estimé mercredi que le centre de gravité de la guerre se déplace vers le nord. Dans un communiqué à des membres de l'armée de l'air, Yoav Gallant affirme qu'Israël réoriente ses forces, ses ressources et son énergie vers le nord et qu'on assiste, je cite, au début d'une nouvelle phase de cette guerre. Preuve qu'Israël ne veut pas desserrer l'étau. L'armée israélienne a annoncé ce jeudi avoir bombardé 7 sites du Hezbollah dans le sud du pays. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce flash info de l'été du média, le dernier d'ailleurs de la saison. Notre pétition sur tnt.lemediatv.fr est toujours en cours et vous êtes déjà plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci encore pour votre fidélité et je vous souhaite une très bonne soirée sur le média.